RCJ. L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Il ne faut pas avoir peur de l'accusation d'islamophobie. Le 7 janvier 2016, sur France Inter, Elisabeth Badinter proclamait son refus de céder au chantage antiraciste. Un an plus tard, ce chantage ne désarme pas. Mercredi, c'est l'historien Georges Bensoussan qui était jugé pour provocation à la haine raciale par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Si ce procès n'est pas une première, c'est la première fois, en revanche, qu'on trouve à son origine un aussi curieux attelage. La LICRA s'est en effet solidarisée avec le Comité contre l'islamophobie en France pour traîner en justice un historien de la Shoah coupable, selon ses organisations, d'avoir dénoncé dans votre émission Réplique un antisémitisme devenu la norme culturelle dans nombre de familles musulmanes. Cher Alain Finkielkraut, on reste presque sans voix devant ce retournement historique. Heureusement, vous ne l'êtes pas resté sans voix, de même qu'Elisabeth Badinter, et vos témoignages ont été parmi les moments forts d'une audience qui a duré 12 heures. On n'en est pas moins frappé par le fait que tant de gens s'ingénient encore à nier ou à minimiser la réalité que révélait en 2002 un groupe de professeurs réunis par Georges Bensoussan. 15 ans après, quand le doigt montre les territoires perdus, les idiots ne regardent pas le doigt, ils le traînent en justice. Et ce sera donc évidemment notre premier sujet et l'essentiel de l'émission. À la fin, j'espère, nous prendrons le temps, nous prendrons quelques minutes pour revenir sur la primaire socialiste qui connaît son dénouement aujourd'hui. Vous avez été plutôt sévère la semaine dernière avec les 7 concurrents du premier tour et nous verrons si le débat de jeudi vous a réconcilié avec l'une des gauches irréconciliables. Mais commençons par l'audience de mercredi. Georges Bensoussan était donc poursuivi par le parquet, ce qui est notable, sur dénonciation ou signalement, je crois que c'est comme ça qu'on dit, du Comité contre l'islamophobie en France, dénonciation à laquelle se sont ensuite associés la LICRA et d'autres associations. Donc pour des propos, je finis très vite, tenus le 10 octobre à Réplique, dans un débat avec Patrick Veil, propos qui ont valu aussi à votre chaîne une mise en garde, je crois, du CSA. Alors Bensoussan, je cite juste la phrase et je vous laisse tout de suite nous expliquer son commentaire. Il a dit qu'on tétait l'antisémitisme avec le lait de sa mère dans les familles arabes. Pouvez-vous rappeler le contexte et nous dire s'il n'y a pas, selon vous, quelque chose de malheureux dans cette phrase? Mais qui a été examiné évidemment avec l'attention de talmudistes. J'ai décidé avec vous, Elisabeth, de parler aujourd'hui du procès intenté à Georges Bensoussan pour provocation à la haine raciale, car c'est un événement judiciaire, politique, historique, d'une gravité exceptionnelle. C'est donc, comme vous l'avez rappelé, pour des propos tenus lors de l'émission Réplique le 10 octobre 2015, que Bensoussan était poursuivi. Il discutait avec Patrick Veil du sens de la République. J'ai réécouté l'enregistrement la veille de l'audience. Et comme je l'ai dit à la barre, le climat était tendu, le débat était vif, engagé, musclé, agressif parfois, car il portait sur l'un des sujets les plus brûlants, les plus tourmentants du jour. Quel était le titre de l'émission ? Le sens de la République. Ouais. La fameuse crise du vivre ensemble. Mais il n'y a eu aucun dérapage, aucun débordement. Chacun a pu s'exprimer et également, l'émission durant 53 minutes, chacun a pu approfondir, nuancer, préciser sa pensée. D'où mon étonnement de me trouver devant la 17e chambre. Il ne revient pas à un tribunal, de régler des différends intellectuels. Le reproche, vous l'avez rappelé, qui est fait à Georges Bensoussan est d'avoir affirmé en s'appuyant sur les travaux d'un sociologue d'origine algérienne, Smaïn Lahacher, que dans les familles arabes, l'antisémitisme, on le tête avec le lait de la mère. Alors, cette expression est ancienne et elle n'a en elle-même rien de raciste, comme l'a rappelé Michel Laval, l'avocat de Bensoussan, en citant le livre des métaphores de Marc Fumerly, l'image du lait maternel évoque au figuré les sentiments et opinions contractés dès l'enfance
dans la famille ou le milieu. C'est ce qu'on appelle la transmission culturelle. Le lait, autrement dit, ce n'est pas le sang. Ouais. Il ne s'agit pas de génétique, il s'agit, vous venez de le dire, de transmission. Et c'est une expression dont se servent les juifs ashkénazes pour désigner l'antisémitisme polonais. Un antisémitisme enseigné dès le plus jeune âge, et qui faisait dire à Zev Sternel, dans un livre récent d'Ari Shavit, dont nous avons déjà parlé, que la Pologne d'après-guerre, il disait la Pologne, était horriblement antisémite. Même après le départ des nazis, la haine des juifs était palpable à chaque coin de rue. Mais vous mettez précisément le doigt sur la question. La Pologne, les familles. Peut-être, oui, mais la Pologne, c'est une énorme généralisation. Et les familles aussi. Peut-être parce qu'il était habité par cette mémoire, le directeur de la revue d'histoire de la Shoah n'a pas utilisé dans l'émission la bonne image. Lors du documentaire diffusé sur France 3, quelques jours après le débat Bensoussan, Smaïn Acher déclarait, et donc Bensoussan avait vu ce documentaire, il déclarait « Cet antisémitisme est déjà déposé dans l'espace domestique, il est naturellement déposé sur la langue, déposé dans la langue. » Il le dit dans le documentaire. Oui, une des insultes des parents à leurs enfants, quand ils veulent les réprimander, il suffit de les traiter de juifs. Mais ça, toutes les familles arabes le savent. Donc, ce que dit la Hacher, c'est que l'antisémitisme dans la famille arabe n'est pas une opinion individuelle et qu'avant même d'être une idéologie, c'est un code culturel. Je cite encore Smaïn Acher, dans ce qu'on appelle les ghettos, il est difficile d'y échapper comme à l'air qu'on respire. L'air qu'on respire et le lait de la mère, ce sont deux métaphores différentes pour dire exactement la même chose. Encore une fois, pardon, là je dois me faire l'avocat de la Licra, qui quand même est un peu difficile dans cette affaire, mais ce qui est, disons, à mon avis, moi la métaphore ne me semble être fautive que pour des gens malveillants et des oreilles malveillantes. En revanche, ce qui est peut-être fautif dans la phrase, et d'ailleurs il me semble, vous allez me le confirmer que Bensoussan l'a un peu reconnu, c'est les familles arabes. Oui, alors c'est pas seulement des oreilles malveillantes, c'est des gens qui ne connaissent pas la langue française. C'est vrai. Hein, déjà, c'est premièrement. Bon. Mais alors, là, donc, moi je dis que l'accusation de racisme ne tient pas, ni Bensoussan ni la Hacher ne parlent en termes biologiques du phénomène qu'ils décrivent. Mais, et là je réponds à votre question, les associations antiracistes qui se sont rangées comme un seul homme derrière la bannière de l'effrayant collectif contre l'islamophobie en France, ont un autre argument. Bensoussan généraliser c'est essentialiser, essentialiser c'est être raciste. Eh bien cette logique montre qu'il ne s'agit plus pour l'antiracisme officiel de combattre les préjugés et les discriminations, mais d'interdire de penser. Car qui pense, conceptualise. Qui conceptualise, généralise. Et avec ce mot couperet d'essentialisation, la réalité est soustraite à l'investigation et les musulmans à la critique. Oui, mais attendez, la réalité, ce sont aussi des tas de familles musulmanes où on n'enseigne pas l'antisémitisme. D'abord, la réalité, de toute façon, j'y reviendrai, Bensoussan a cité des intellectuels d'origine musulmane qui, précisément, combattaient ce phénomène culturel extrêmement répandu. Oui, c'est vrai. Smaïn Acher est un exemple, mais aussi, il l'a dit, Malika Sorel. Mais je répète, c'est une manière de soustraire la réalité à l'investigation et les musulmans à la critique. C'est-à-dire toute critique de l'islam comme fait social, religieux et politique relève dans cette perspective de l'islamophobie. Les deux seuls discours autorisés sur les musulmans en général sont celui de l'éloge ou celui de la compassion. Et nous voici confrontés au grand
paradoxe du multiculturalisme contemporain. On en a déjà parlé ici même. On conteste d'abord la prétention de l'Occident à incarner l'universel à lui seul, en lui rappelant l'existence d'autres cultures. Et dans un second temps, on cloue au pilori ceux qui relèvent dans ces autres cultures des traits négatifs, comme par exemple la misogynie ou l'antisémitisme. C'est-à-dire il faut à la fois ne pas voir la différence, l'exalter et n'en voir que les côtés effectivement positifs. Ces cultures ne sont jamais coupables de rien, elles ont l'innocence absolue, l'innocence intouchable et intachable des victimes de l'histoire. Citée par le collectif contre l'islamophobie en France, la sociologue Nassira Ghenif a pu ainsi prétendre que l'hostilité envers les juifs dans les milieux musulmans ne relève pas de l'antisémitisme, mais d'un ressentiment, c'est le mot qu'elle a employé, contre une communauté qui apparaît comme privilégiée et dont les souffrances passées sont mieux prises en compte par le discours officiel. Et je crois qu'elle vous a même fait rire en disant que l'expression, comme l'expression désobligeante en arabe, espèce de juif, n'était pas antisémite. Je crois que ça vous a fait. Oui, parce qu'elle a dit non, c'est un stéréotype. C'est un stéréotype. Sale juif en arabe, c'est pas antisémite. Voilà, c'était ça en gros l'idée. C'est un stéréotype sans signification. De manière plus générale, le multiculturaliste, si vous voulez, décrit la violence qui peut émaner des cultures minoritaires comme une contre-violence, une réponse à la violence de l'Occident sur de lui-même, arrogant et dominateur. Donc c'est les fameux affrontements intercommunautaires. Voilà. Donc quand les multiculturalistes voient des musulmans choisir la voie du sécessionnisme ou du djihadisme, ils disent, comme l'islamologue François Burga, que c'est parce qu'ils n'étaient pas traités comme des sujets à part entière qu'ils sont devenus des sujets entièrement à part. Ainsi, si vous voulez, l'Occident est-il doté de l'attribut divin de l'omnipotence par ceux-là même qui viennent de le faire descendre de son trône. C'est lui le grand criminel, c'est lui qui était à l'initiative de tout. Alors j'ajoute, et là c'est pour répondre complètement à votre interpellation, Elisabeth Lévy. À laquelle vous n'avez pas Pas tout à fait répondu. Et là on parle bien de la généralisation. Voilà, tout en critiquant certains traits de la culture arabo-musulmane. Bensoussan, dans l'émission, prend bien soin de ne pas enfoncer les Arabes et les musulmans dans cette culture. Quand je lui demande si, quand il parle de la coupure de la France en deux peuples, il ne risque pas justement de tomber dans l'essentialisation, Bensoussan répond, il n'y a pas de fatalité à ce phénomène, il y a tous les moyens d'y remédier si les élites de notre nation reprennent les choses en main, si elles acceptent de revendiquer leur culture, leur langue, leur nation, bref, si elles sont fières d'elles-mêmes, alors à ce moment-là, elles aideront cette population à mieux s'intégrer, elles ne peuvent pas s'intégrer parce que ces élites ne font pas leur travail. Et il reprend, il répète dans sa phrase conclusive, oui, pour finir, je dirais qu'il faut intégrer ces enfants, il n'y a aucune essentialisation, il n'y a aucune fatalité. D'accord. Et c'est le même d'ailleurs, Bensoussan, est celui qui a, je le rappelle, qui a déploré, qui nous a montré comment les enfants juifs devaient quitter peu à peu les écoles de Seine-Saint-Denis. Mais tout de même maintenant, parce que l'heure tourne et il y a quand même deux aspects de ce procès sur lesquels, Alain, j'aimerais que vous vous prononciez. Le premier, c'est le rôle quand même de la LICRA, quand même, il faut en dire un mot. Le deuxième, c'est le fait que le parquet ait déclenché des poursuites. Eh bien, c'est ça, formidable. Vous devancez par vos questions les propos que j'allais tenir. Donc c'est très bien. C'est très bien. Nous nous entendons parfaitement bien. Une petite précision, ce n'est pas Elisabeth Badinter qui a témoigné avec moi lors de ce procès, c'est Elisabeth de Fontenay et Yves Ternon qui étaient. Mais il me semble qu'Elisabeth Badinter s'exprime a fait la préface. Elle a fait la préface de La France Soumise. J'en profite je ne l'ai pas cité, pour citer le nouveau livre coordonné par Georges Bensoussan, Une France soumise, les voix du refus. Il est publié aux éditions Albin Michel. Donc voilà, on constate aujourd'hui que la vigilance antiraciste devient un bâillon.
On transforme en provocation à la haine raciale une angoisse. La France se fracture. L'attentat terroriste contre Charlie Hebdo a témoigné du profond clivage existant entre les quartiers populaires et le reste de la société. Une seconde société, comme l'écrit Elisabeth Badinter, tente de s'imposer insidieusement à notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession. Dans de nombreuses écoles de la République, la sécurité des enfants juifs n'est plus assurée. La France est devenue la première terre d'émigration vers Israël. Les jeunes musulmans se réislamisent et, comme l'écrit Gilles Kepel, il rejette aujourd'hui le terme de beurre, car il le juge au mieux comme méprisant, au pire comme un complot sioniste destiné à faire fondre, je cite Kepel, leur identité arabo-islamique dans le chaudron des potes de SOS Racisme, touillés par l'Union des étudiants juifs de France. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une assez bonne définition, dans le fond, du terme beurre. Qu'est-ce qui se passe ? Se demande Bensoussan. Et au lieu de s'interroger avec lui, le ministère public, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, SOS Racisme, la LICRA et le collectif contre l'islamophobie en France, j'y arriverai, l'insultent et veulent le punir. Je l'ai dit à la Cour... Vous redire la liste des associations, parce que vous êtes allé très vite. Ligue des droits de l'homme, MRAP, SOS Racisme, LICRA, CCIF. Je l'ai dit à la Cour, un antiracisme dévoyé demande de criminaliser l'inquiétude au lieu de combattre la réalité sur laquelle elle se fonde, et j'ai ajouté, si vous cédez, ce sera une catastrophe intellectuelle et morale. Antiracisme dévoyé. Pourquoi ? Parce que ce qui a nourri l'antiracisme en France, c'est l'idée que le racisme n'avait qu'un visage, celui de Dupont-Lajoie, et plusieurs cibles, le noir, l'arabe, le musulman, le rome. Cette vision du monde a été démentie par les faits. Les associations antiracistes fuient ce démenti dans le déni. Et la LICRA, longtemps accusée de favoriser les juifs, s'aligne. Elle rejoint le parti du déni. Elle s'associe à tous les collectifs contre la liberté de penser et le droit de regarder la réalité en face. Elle opte pour l'inquisition. Elle tombe corps et biens dans l'obscurantisme idéologique. Je faisais partie du comité d'honneur de la LICRA. Cette organisation s'étant déshonorée, j'ai envoyé, dès le lendemain du procès, ma lettre de démission. Et j'invite tous les militants, tous les adhérents, tous les sympathisants de la LICRA à tirer eux aussi les conséquences de l'ignominie qui vient d'être commise. Vous m'autorisez une question là-dessus. Est-ce que, dans un autre sens, est-ce qu'il n'est pas dangereux de voir une sorte de partage on a vu, dans le fond, la LICRA s'occuper des juifs et de l'antisémitisme, tandis que le MRAP était, lui, de plus en plus sensible au racisme anti-arabe. Donc, est-ce que ça, c'est pas un danger ? Et est-ce qu'en quittant la LICRA, dans le fond, vous accréditez pas une sorte de partage en disant la LICRA s'occupe plus des juifs, je me barre ? Je ne dis pas, la LICRA ne s'occupe plus des juifs, ce n'est pas en tant que juif, si vous voulez, que je donne ma démission, c'est l'intellectuel, le citoyen en moi qui juge que cette organisation s'est déshonorée en s'alignant sur le collectif contre l'islamophobie en France. Il ne s'agit pas de favoriser les uns au détriment des autres, il s'agit de l'intelligence du réel. Dans quel monde nous vivons-nous ? Que se passe-t-il si les associations antiracistes réclament aujourd'hui, nous enjoignent, nous contraignent à fermer les yeux? Alors, pour la vérité et pour le bien de l'antiracisme au sens originel du terme, il faut combattre ces associations. Un mot pour finir sur le ministère public. Celui-ci s'est saisi du signalement de l'émission par le CCIF, vous l'avez dit tout à l'heure, et il a décidé de poursuivre Bensoussan. Dans ses écritures, la jeune procureure nommait l'émission « Les répliques ». Si vous voulez, c'est un témoignage parmi d'autres. Pardon, je trouve ça détail. Les répliques, c'est un témoignage parmi d'autres. Le niveau monte. D'une tête culturellement vide et pleine à ras-bord du fanatisme de l'idéologie. Je l'ai vu interrogé avec morgue les témoins de la défense, et l'on m'a dit que lors de son réquisitoire, prononcé très tard dans la soirée, l'audience s'est terminée à 1h15 du matin, elle a parlé
à propos de Bensoussan, de passage à l'acte dans le champ lexical. Elle est jeune et cette formule porte la marque du jargon débile qui a envahi depuis quelques décennies l'enseignement secondaire. Vous pouvez répéter la phrase ? Le passage à l'acte ? Elle parlait de passage à l'acte dans le champ lexical. Formule jargonnante, mais formule extravagante aussi. Parce que passer à l'acte, c'est précisément sortir du champ lexical. En rapatriant dans la langue ce qui par définition n'en relève pas, la procureure a voulu dire que Bensoussan était un véritable criminel. Et en le comparant sans cesse à Éric Zemmour, elle a témoigné de l'amalgamisme échevelé du parti Pas d'amalgame, et elle a montré que pour elle, le vrai problème, le vrai danger aujourd'hui en France, ce n'est pas que les Juifs ne se sentent plus en sécurité, c'est qu'existent et s'expriment des intellectuels, des journalistes, et je le dis entre guillemets, réactionnaires. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que le parquet est supposé incarner, représenter la voix de l'État dans toute sa neutralité. Voilà. Donc, et la grande alliance c'est ennuyeux que le parquet puisse même se prononcer en tant que tel contre Éric Zemmour en général. Absolument. Et la grande alliance des associations antiracistes et de la magistrature mur des cons fait littéralement trembler de peur. Donc, je ne sais pas quelle sera l'issue du procès. Bensoussan a toutes les chances d'être relaxé, mais je suis convaincu que si tel devait être le cas, le parquet et toutes ces associations, l'ICRA comprise, feront appel. Et je l'ai dit, c'est une véritable ignominie. Alors, dernière question très rapide, on m'autorisera peut-être 2 minutes de rab. Tout de même, la stratégie d'intimidation a échoué parce que ce procès a lieu au moment précisément où sort le nouveau volume de Georges Bensoussan avec cette préface d'Elisabeth Badinter qui a quand même eu un accueil dans le Figaro Magazine. Figaro Magazine, vous le dites, et l'accueil dans Le Monde était extrêmement curieux, parce que Raphaël Baquet a écrit un article pour dire que c'est un livre intéressant. Malheureusement, un certain nombre de gens sont restés anonymes, on ne sait pas dans quel lieu cela s'est produit, ça prouve qu'on ne peut pas vérifier. Or, s'ils sont restés anonymes, c'est pour des raisons de sécurité, et ça, qu'elle n'ait pas voulu le voir, c'est quand même un tout petit peu inquiétant. Alors, arriver à être dans le même journal, dans le même numéro du Monde, pro-Finkielkraut et anti-Bensoussan, c'était un tour de force. Vous voulez encore un mot sur le procès ou Non, allez-y. D'accord. Donc alors, écoutez, très vite là. Le débat donc de jeudi, on vient sur la primaire quelques instants. Donc c'est aujourd'hui le 2e tour de cette primaire et j'en profite pour le dire moi aussi une dernière fois de la belle alliance populaire. Et j'aimerais savoir si ce débat qui a été considéré, qui a permis quand même un certain nombre de clarifications, vous a convaincu, fait changer d'avis. Non, il ne m'a pas fait changer d'avis. Et repêcher un des 2 finalistes. C'était un débat de grande qualité, je dois dire, et il me semble que l'enjeu est très clair. Qui va gagner ? Est-ce que ce sera la gauche du 11 janvier ou la gauche Nuit debout ? Et j'ai été très sensible aux propos tenus par Caroline Fourest, qui rappelle que la question de la laïcité est en fait au cœur de la divergence entre Benoît Hamon et Manuel Valls, parce que du côté de Benoît Hamon, il y a un certain nombre d'élus, d'édiles, de maires, qui ont déjà décidé de pactiser avec le communautarisme. Et que Valls, au contraire, se montre intransigeant sur ce point. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait déjà des valsistes, comme on dit, qui affirment qu'en cas de victoire de Benoît Hamon, ils exerceront leur droit de retrait et iront voter pour Emmanuel Macron. Parce que là, on revient dans la confusion totale. Certes, Macron, sur les plans économiques, est plus à droite que Benoît Hamon, mais la question essentielle n'est pas là. Pour Macron,
le grand problème, l'économie, c'est le problème et c'est la solution. Dans les banlieues, s'il y a communautarisme, c'est parce que il y a un manque d'opportunités et un plafond de verre. Laissez-les créer leur boîte et vous allez voir, ils vont oublier les télés dans une voiture Uber et tout sera résolu. Et le même Macron dit aujourd'hui que précisément la laïcité intransigeance contribue à la stigmatisation de ces quartiers, qu'il faut sortir de leur isolement grâce aux opportunités économiques qu'on va leur offrir. Donc ce raisonnement me paraît absurde et ce qui m'inquiète, c'est que peut-être ce soir, nous serons orphelins de la gauche républicaine. De la gauche Finkielkraut. Je ne dirais pas la gauche Finkielkraut, je dirais la gauche républicaine. C'est le poids qu'il avait appelé la gauche Finkielkraut. Oui, je sais. Mais vous avez raison, pour une partie des balsistes, comme vous dites, la laïcité est beaucoup moins importante que pour nous, voire pour une partie d'entre eux, pour le noyau dur, ça doit être un boulet, ça empêche leur champion d'être aimé à gauche. Voilà, bien sûr, c'est bien pour ça que je disais que c'est un peu, Donc vous n'allez pas qui voter. Va gagner? Est-ce la gauche Nuit debout? Est-ce la gauche du 11 janvier? Je n'ai pas à vous dire quel va être mon vote. Il me semble que les choses sont assez claires. J'ai voté dimanche dernier. Je voterai aujourd'hui. Et je terminerai par une citation de Salman Rushdie que j'aurais bien voulu pouvoir glisser à l'audience en entendant les longues considérations de Nassira Ghenif sur l'islamophobie. Malheureusement, mon tour était déjà passé. Quelque chose de nouveau était en train de se produire, la montée d'une nouvelle intolérance. Elle se répandait à la surface de la Terre, mais personne ne voulait en convenir. Un nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles, l'islamophobie. C'est Salman Rushdie qui s'exprimait dans ces termes, et j'ajoute que si les versets sataniques étaient publiés aujourd'hui, on peut être sûr que la fatwa de l'antiracisme tomberait sur Salman Rushdie. Oui, de même que celle, vous voulez dire, avec, en plus de celle des imams. Voilà. C'est ce que vous vouliez vous dire. Eh bien, merci, cher Alain Finkielkraut, de poursuivre inlassablement ce combat. Je précise que le jugement, en ce qui concerne Bensoussan, le 17 mars, je crois. Le 7 mars, je crois, ou le 17 ou le 7 mars, a été mis en délibéré. Le 7 mars. Le jugement sera rendu le 7 mars. Voilà. On n'a pas parlé, peut-être aurons-nous l'occasion de parler aussi du rôle de Mohamed Sefaoui, très étonnant dans ce procès. En attendant dimanche prochain, bien sûr, on pourra vous lire dans le nouveau Causeur disponible en kiosque dès mercredi. On peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcg.info. Et bien sûr, chaque dimanche, vous pouvez aussi nous écouter en direct sur ces deux sites. Je remercie mes camarades de l'autre côté de la grille pour cette minute, ces deux petites micro-minutes, et je vous souhaite à tous une très bonne semaine.